epic views, waterfall mists, summit sunsets. It's all better outside. And with AllTrails, you can discover the best of nature with over 450,000 trails around the world. Download the free app today and find your next adventure. Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on prend un café et on jase de crime avec vos animatrices. Moi, c'est Audrey et je suis avec la belle Catherine. Bonjour. Comment ça va, Catherine? Ça va bien, toi? Ça va bien, on a eu les résultats des élections américaines, fait que j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Ma peau a jamais été aussi belle, puis j'ai de l'espoir en l'avenir, c'est donc bien le fun. Je sais, c'est l'effet Biden. C'est l'effet Biden. Hey, sais-tu pourquoi Donald Trump, il peut plus aller dans le White House? Vas-y, dis-moi ça. Parce que c'est forbidden. Je pense qu'on devrait garder une section à la fin du podcast pour avoir des jeux de mots comme ça sur la politique ou autre, ce serait le fun. Je serais capable de vous en pondre des jeux de mots, inquiétez-vous pas pour ça. Vous pouvez toujours compter sur moi, you've got a friend in me. Pour les puns, d'ailleurs, pour l'anecdote, je me faisais tatouer hier et la tatoueuse m'a demandé d'arrêter de faire des puns avant de scraper mes lignes. C'est sur ton corps pour toujours. C'est pour toujours que je fais trop rire les gens, il faut que j'arrête de faire rire les gens! Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Audrey? Oui, donc aujourd'hui, un peu de crime dans ton café. Nous, on va boire du café de chez Pista. On va boire le Sierra Mazateca, qui vient du Mexique, de la région de l'Oaxaca. C'est la variété Bourbon Typica. Et les arômes, c'est chocolat au lait, nougat et caramel. Donc, nous l'avons préparé à la cafetière à piston, qui est personnellement ma façon préférée de préparer du café. Je sais pas pour toi, Catherine. J'aime vraiment pas ça, les cafetières à piston. Okay. Je suis pas bonne comme toi. Moi, j'en mets jamais assez, puis là, le café est dilué, puis on dirait de l'eau de vaisselle, puis on aime pas ça, l'eau de vaisselle, sauf quand on est dans un casse-croûte. Mais au moins, la cafetière à piston, ça me permet de me faire des bras. Fait que, on goûte. C'est une cafetière à pipes. Ah, oh, c'est bon café. Ah, oh, c'est vraiment un excellent café. Un petit peu acide, mais ça coule très bien. Le full disclaimer, Pista ne nous a pas commandité, on a acheté le café nous-mêmes avec une de nos 800 poches, parce que Catherine et moi, on porte toujours 4 couches de linge. Mm-hmm. On est allés nous-mêmes chez Aroma comme des grandes filles, et on s'est aussi acheté des croissants pour les 2 personnes que ça intéressait de le savoir. Et maintenant qu'on a notre café bien chaud devant nous, Catherine, je pense que tu as un cas pour nous aujourd'hui, mais en fait j'espère, parce que sinon je sais pas pourquoi on est là. Pour jaser des élections américaines puis de la météo. Puis du café. Du café, c'est toujours le fun. Donc, Catherine, tu as un cas pour nous aujourd'hui. Je te laisse la parole. Oui, je vais commencer avec une anecdote. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est devenue éventuellement une légende urbaine de la ville de Montréal et qui est une histoire de fantôme. Parce que, supposément, la personne qui a été assassinée, dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, revient hanter le quartier de Griffintown à tous les 7 ans. Et là, on a enregistré cet épisode-ci la semaine dernière, et quand j'ai écouté l'audio pour faire le montage, j'ai réalisé qu'il y avait un bug informatique, technologique, whatever, et qu'il y avait un tac, 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 tac qui se faisait entendre tout le long de l'épisode, alors on n'entendait rien, et je pense que l'épisode est hanté! Oh non! Voilà, on va commencer ça avec ça. Mais on est même pas proche de Griffintown, elle a pris une méchante marche, la madame! J'essaie, juste pour venir hanter ton Mac. Fait que là, on commence avec mon histoire de fantôme. C'est l'histoire du meurtre d'une prostituée qui s'appelait Mary Gallagher. Ça se passe à Montréal en 1879. Et
pour ramasser tous les détails et vous raconter cette histoire-là, j'ai lu énormément d'archives et de vieux journaux qui sont tous disponibles sur le site de la BANQ. On voudrait remercier la BANQ. Si un jour la BANQ veut nous sponsoriser, moi je serais vraiment enchantée parce que c'est bien amusant de lire des vieux journaux, mais ça fait mal aux yeux. Et puis, je confirme, moi aussi, j'épluche souvent les archives de la BANQ. On s'ennuie d'aller vous voir à cause de la pandémie, mais sachez que nos abonnements virtuels sont très, très, très actifs et on vous remercie beaucoup pour vos services, la BANQ. On vous salue. Oui, merci, parce que sans ça, j'aurais pas pu vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. La plupart des détails que je vais vous raconter proviennent d'une série d'articles qui sont parus dans le Montreal Herald en octobre 1879, quelques mois après les crimes. Fait que c'est comme de l'information qui est très très fraîche, là, c'est pas de seconde main, là, c'est de la... On peut compter là-dessus. Mais c'est quand même vintage. C'est quand même pas mal vintage, puis le Montreal Herald, ça existe plus depuis une éternité, là. Oh non! Oh non! Oh non! Qu'est-ce qu'on va lire? Je sais pas. Le 7 jours? Le Allo Police? Oh! Le Éco Vedette? On a le choix! Est-ce que ça existe encore, le Allo Police? Je pense pas, mais l'Éco Vedette, ça existe encore. Le dernière heure. Oh, la dernière heure! Ça aurait clairement paru dans la dernière heure. Oh, oui. Alors, on commence. On va s'imaginer une nuit de juin 1879. On est le 27 juin. On est à Montréal, dans le quartier de Griffintown. Un homme du nom de James Hartford se rend au poste de police du quartier qui est situé sur la rue Young. Je suis pas sûre si ça existe encore aujourd'hui, mais la rue Young existe encore. Je dois t'avouer que le Griffintown, maintenant, c'est des tours, c'est des belles tours à condos en vitre avec une belle vue sur des stationnements de McDonald's. Oui. C'est vraiment, c'est très swell. Et des fantômes! Et des fantômes! Donc, il y a Monsieur Hartford qui se rend au poste de police et il alerte les policiers. « Venez vite avec moi, dit-il, il y a une femme morte dans l'appartement sur la rue William. » Alors là, le constable Neil McKinnon accepte de suivre Hartford sur la scène du crime. Il est accompagné d'un autre policier, le sergent Clancy, et en route vers la scène de crime, il ramasse aussi 2 autres policiers, le constable Bélanger et le constable Riley. Il avait absolument rien à faire ce soir-là, puis non! Il cherchait des plans. Mais on va se remettre dans le contexte. On est en 1879 et qu'il y a pas, ils ont pas de pagette pis ils ont pas de téléphone. Fait que, pour vrai, dans ce temps-là, moi j'ai écrit des romans policiers et j'ai fait des recherches sur la police à Montréal. Et dans ce temps-là, la police patrouillait à pied, quand t'étais un patrouilleur, là. Ah, c'est quoi l'autre mot pour ça? En tout cas, les gendarmes, c'est ça. Les gendarmes patrouillaient à pied en équipe de 2, puis ils marchaient autour de comme un quartier, puis c'était ça leur corps de travail. Puis là, à toutes les heures, tu vas à la boîte de police. À partir du moment où il y a le téléphone, en 1879, je pense que c'est les débuts de la communication téléphonique, mais tu vas à la boîte de police, puis t'appelles à la centrale pour dire qu'il y a rien à déclarer. La boîte de police, comme dans Doctor Who. Comme dans Doctor Who, c'est une vraie affaire! Puis il y en a une au musée de la police que vous pouvez aller visiter. C'est dans le quartier des spectacles. Sur possiblement la rue Saint-Urbain, mais je suis pas sûre. En tout cas, allez visiter le musée de la police, c'est bien intéressant. On vous l'écrira dans le descriptif de l'épisode 2. Exactement. Vous irez checker ça. Fait que là, je suis en train de get sidetrack vraiment facilement, là. Fait que là, tout ça pour dire qu'il y a 4 gendarmes qui se rendent sur la scène de crime parce qu'il y en a 2 qui croisent 2 autres dans la rue pis ils disent « Viens, on va aller voir un cadavre. » Et là, ils arrivent au 242. Avec plaisir, monsieur, j'avais rien d'autre à faire. Exactement. Fait que là, ils se rendent au 242 rue William et ils s'aperçoivent qu'il y a un attroupement parce que, ben, les gens aiment ça, les accidents et les catastrophes, bien sûr. Oui. Alors, ils font disperser la foule. C'est anciennement Facebook. C'est anciennement Facebook. Puis là, ils font disperser la foule et ils suivent James Hartford à l'intérieur du building au 242 rue William et jusqu'au 2e étage où ils aperçoivent à leur arrivée un cadavre de femme. La femme est à moitié dénudée. Ouais! La femme est à moitié dénudée. Ça revient un petit peu par la suite dans les détails comme médicaux, légaux et les témoignages de scènes de crime. Ben apparemment, elle a plus de chandail. Fait que là, elle a plus de chandail, mais elle a une jupe. Et elle est allongée sur le ventre et elle n'a plus de tête non plus. Elle a plus de chandail pis elle a plus de tête. Elle a plus de chandail pis elle a plus de tête. La soirée commence mal. Ça commence vraiment mal. Mais sa tête se trouve dans une chaudière juste à côté du corps, fait qu'on est correct. Ah, ok. Et elle a aussi une main qui a été tranchée. Il y a du sang partout sur le plancher, bien sûr, et sur les murs aussi. Les policiers font le tour de l'appartement et se rendent compte qu'une femme dort dans une chambre attenante au salon dans lequel il y a un cadavre. Ils essaient de la réveiller, mais c'est pas facile. À vrai dire, selon Neil McKinnon, on dirait que la femme fait soit semblant de dormir, soit semblant d'être ivre, c'est pas clair. Cette femme-là... Ou les deux en même temps. Ou les deux en même temps, mais tu sais, ils la secouent, pis ils sont comme « Madame, réveillez-vous, madame! » Pis c'est comme « Pis elle fait, tu sais... Fait que là, ils sont comme « Voyons, on doit faire semblant de dormir, ça se peut pas, tu sais, il y a un cadavre juste à côté, qu'est-ce qui se passe? » Là, la femme qui fait semblant de dormir, ou peut-être pas, s'appelle Susan Kennedy. C'est elle qui habite au 242 rue William avec son mari, Jacob Mears.
Le constable Neil McKinnon réussit finalement à la réveiller et lui crie en pleine face « Qui a tué la femme dans le salon? » Qui? Qui? La femme, saoule, qui faisait peut-être semblant, répond « L'homme qui était avec elle tantôt! » Mystère. Les policiers l'amènent au poste de police et elle est questionnée par le chef de la police qui porte le beau nom d'Hercule Paradis. Oh, wow. C'est là que l'histoire commence à s'expliquer et à se complexifier les deux à la fois. La femme morte dans le salon de Susan Kennedy, c'est Mary Gallagher. Les deux sont des prostituées. Mary Gallagher avait vraisemblablement autour de 45 ans et Susan Kennedy était beaucoup plus jeune, probablement dans la vingtaine. Les deux étaient dites des prostituées rivales, entre gros guillemets. Mais elles avaient l'air pas mal amies aussi, vous allez voir dans l'histoire. Je suspecte que les journaux ont inventé ce détail de prostituées rivales pour vendre plus de copies. Au poste de police, Susan Kennedy raconte aux policiers ce qui s'est passé pendant la journée. Mary Gallagher serait arrivée chez elle avec 2 hommes le matin même. Les 2 hommes étaient Michael Flanagan, un marin, et un capitaine de la marine non identifié. Mary Gallagher est arrivée avec eux un peu avant 7 heures du matin. Ils auraient bu et passé des heures en dissipation, entre guillemets, comme ils disaient dans les journaux à l'époque. C'est le terme qu'ils employaient pour faire le party. Oh, wow! Ils passent plusieurs heures en dissipation, et puis le capitaine non identifié aurait pété une fuse et il aurait tué Mary Gallagher. Oh non! Après tout, selon Susan Kennedy, ça prendrait 2 hommes bien forts pour tuer une femme comme Mary Gallagher. Oh oh! Oh oh! Pas de body shaming, Suzanne, c'est pas correct. C'est ça, exactement. c'est pas trop spécifié. Ça dit qu'elle avait une stature comme imposante, mais c'est 1879 puis c'est une prostituée, pas une aristocrate, fait qu'il n'y a pas vraiment de photo d'elle qui existe. On sait pas trop de quoi elle avait vraiment l'air, Mary Gallagher. Non, puis j'avais essayé de googler quand tu me parlais de ton cas, puis je dois avouer que je tombe sur des photos, mais je sais pas si c'est elle ou si c'est juste ou si c'est Susan Kennedy, c'est jamais vraiment clair. Non, c'est ça. Les policiers sont bien impressionnés par l'histoire de Susan Kennedy et lui demandent « Mais là, tu sais, le capitaine qui a tué Mary Gallagher, est-ce que tu l'as vu faire? L'as-tu vu commettre le meurtre? » Puis elle dit « Non, mais je l'ai vu se laver les mains après! Il avait un couteau avec un manche blanc! » Puis les policiers sont comme « Intéressant, mais c'est dur de décapiter quelqu'un avec un couteau. » Bon, c'est ça. Ça prend de la motivation. Et bon. Fait que là, les policiers lui demandent, ben là, tu sais, si tu l'as pas vu, mais qu'après ça, tu l'as vu se laver les mains et qu'il avait un couteau, pourquoi t'es pas venu voir la police? Puis là, elle répond, la meilleure excuse de tous les temps. Parce qu'il est My beau! body is ready. Il est beau, et je voulais lui donner la chance de se sauver! Écoute, moi, je la feel, Susan Kennedy, là. Si Oscar Isaac arrive chez nous en stock de capitaine, moi aussi, je vais l'aider à se sauver. Je vais dire, tu peux même utiliser mon backdoor, si ça te le tente, nudge. Hey, voyons donc! Les jokes, là! Ah, les jokes de beau capitaine! Anyway, la police n'y croit pas vraiment à cette histoire de « Ben, je voulais lui donner un petit head start puis donner la chance de se sauver. » Ben, voyons donc, ils ont-tu déjà vu ça, un beau monsieur, eux autres? En costume de capitaine, en bord de ça, là? Je suis sûre que tous les policiers qui sont inclus dans cette histoire-là, surtout le constable Neil McKinnon, ils devaient être pas mal cute, là, je suis certaine. Ben, j'avoue on va tous se donner le bénéfice du doute. C'est toute une gang d'Irlandais, fait que je vois comme Colin Farrell multiplié 10 fois. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, je l'avais fait la première fois quand l'épisode a été hanté par le fantôme de Mary Gallagher, mais on se rappelle que, en fait on se rappelle pas, peut-être qu'on vous l'apprend, en 1879, Griffintown c'était le quartier des immigrants irlandais. Fait que tout le monde qui est mentionné dans cette histoire est premièrement anglophone, deuxièmement irlandais, troisièmement sous la plupart du temps. C'est juste comme ça que ça fonctionnait apparemment. C'est une réalité, on n'est pas en train de faire des mauvaises blagues. Ben, on peut pas généraliser, c'est pas une réalité pour tout le monde, c'est une réalité pour tous les personnages de cette histoire qui, tout le monde vient constamment en cours après ça pour dire que leurs voisins puis leurs amis sont sous, puis c'est pas mal ça qui arrive, là. Il y a beaucoup de dissipation à cette époque-là. Il y a beaucoup de dissipation. Alors là, elle dit aux policiers que, bon, la madame a été décapitée par un capitaine qui n'a pas de nom et qui s'est sauvé parce qu'il était beau. Et pendant l'interrogatoire, arrive un nouveau policier qui est le détective Cullen. Oh, le détective Cullen. Mais là, on a un Jacob et un Cullen. Ha ha ha! Fait que là, le détective Cullen, c'est lui qui est responsable du cas, et il l'a trouvé chez Susan Kennedy pendant qu'il faisait le forensic. Il a trouvé l'arme du crime, c'est une petite hache avec une lame de 2 ou 3 pouces, c'est selon, et il y avait des cheveux gris sur la lame, comme sur la tête de Mary Gallagher, qui avait 45 ans, on s'en rappelle. Ça tombe bien, la tête était juste là dans le baril, on a pu, dans le seau, on a pu checker ça live de même, pis on était comme, ouais, c'est la même affaire. Il a clairement pu prendre la petite hache, pis là, tirer les petits cheveux pleins de sang, pis les comparer aux cheveux sur la tête. Les mettre un à côté de l'autre, c'est exactement pareil. CSI Griffintown. CSI Griffintown en 1800. En 1879. Je pense que c'était pas très recherché, hein, c'était...
Alors là, cette histoire de capitaine avec son couteau au manche blanc, ben, ça commence à être de moins en moins cohérent, et les policiers se disent qu'ils ont compris tout ce qui se passait. Susan Kennedy a évidemment tué Mary Gallagher, sa prostituée rivale, avec la petite hache. Il y a pas de capitaine, il y a pas de couteau. Il y a pas de colonel Les Moutarde. policiers en sont convaincus. Mais, cela dit, elle n'est qu'une petite femme, et Mary Gallagher était, selon les journaux, assez bacaisse. Aurait-elle été capable de la décapiter? On ne sait pas trop. Clairement, elle a eu de l'aide, alors, et il ne leur reste plus qu'à mettre Susan Kennedy, en prison, et à retracer les mystérieux hommes qui étaient chez Susan Kennedy la veille, soit Michael Flanagan le marin et le capitaine de la marine non identifié. Mais là, ils ont déjà pris la mer et ils sont partis. Pas encore! Il y aurait peut-être eu intérêt à faire ça. Il y aurait peut-être eu intérêt à se trouver en chaloupe. On sait pas trop comment ça marche la marine dans ce temps-là. Fait que là, le lendemain matin, un policier du nom de Thomas McCormick découvre Michael Flanagan, le marin, un des deux hommes qui était chez Susan Kennedy la veille, qui marche au bord du canal de la Chine, en direction du pont Wellington. C'est très précis. Il est arrêté sur le spot et jeté en prison. Et après ça, la police ratisse la ville et pose sans doute des questions à beaucoup de monde, mais il n'arrive jamais à retracer le mystérieux capitaine de la marine sans nom dont parlait Susan, celui qui aurait prétendument tué Mary Gallagher avant de se laver les mains et de se sauver avec sa belle face. Alors, aux gens, avez-vous vu un beau monsieur en habit de capitaine? Les gens sont comme, non. Ah, non. Non, ils vont cogner à la porte à côté, puis là, au bout de 3-4 maisons, ils sont comme, bon, on est tanné, là. Ah, j'ai d'autres choses à faire, là. Tu viens-tu te dissiper? Ça va faire, là, on va aller à la taverne. Fait que là, on va faire un petit saut en arrière et passer en revue tout ce qui est arrivé dans la journée du 27 juin 1879, durant laquelle Mary Gallagher a été assassinée. Tout ce qui va suivre en termes d'informations, je le tiens des articles de journaux du Montreal Herald, qui, à l'époque, apparemment, publiaient intégralement les témoignages de cour. Donc, toute l'info qu'on a ici, là, c'était des gens qui sont allés témoigner pendant le procès de Susan Kennedy. Et j'ai placé les témoignages en ordre chronologique pour dresser un portrait de la journée. Alors, on commence 3 jours avant. On est le 24 juin. Mary Gallagher rencontre Michael Flanagan, un marin random, dans une taverne. C'est la Saint-Jean, mais c'est probablement pas la Saint-Jean dans ce temps-là. On est en 1879, on sait pas trop. En tout cas, ils font le party ensemble, et éventuellement, ils croisent Susan Kennedy et continuent à faire la fête avec elle. Le procureur de la couronne, Maître Devlin, qui va entrer en jeu plus tard, va appeler ça « passer son temps en dissipation ». C'est de lui que je tiens l'expression. C'est une belle façon de parler de ça. On vous encourage à utiliser cette expression-là. La prochaine fois que vous arrivez hangover au travail, vous avez juste à dire que vous étiez en dissipation. J'ai passé mon temps en dissipation. En dissipation. Voilà. Et les gens vont faire « Oh! Je savais pas que t'étais un liquide. » Fait qu'ils étaient en dissipation en 1879, du 24 juin jusqu'au 26 juin. Puis là, dans la nuit du 26 au 27, Susan Kennedy a décidé de retourner chez elle, au 242 rue William, parce que ça fait quand même 2 jours qu'elle avait le party non-stop pis qu'elle est pas retournée à la maison. Faut dormir. En plus, elle est mariée, Susan Kennedy. Oh! Avec un monsieur qui s'appelle Jacob Mears. Elle a pas l'air d'avoir des super bons rapports avec son mari, mais bon, éventuellement, faut bien rentrer à la maison pour prendre une douche, je sais pas. S'hydrater. Hydratez-vous. Manger un peu. Là, si depuis le début de l'épisode, vous avez pas fait juste boire du café, oubliez pas de boire de l'eau. Oui. C'est bon du café, mais ça déshydrate. Ça déshydrate pas mal. Alors, elle rentre chez elle pour se reposer le 26 juin au soir, et le lendemain matin, aux alentours de 6h20 le matin, Mary Gallagher et Michael Flanagan arrivent pour continuer le party! Ça réveille Ellen Burke, la voisine écornifleuse de Susan Kennedy. Oh, les voisines écornifleuses, qu'est-ce qu'on ferait sans elles? Oh, tabarouette! Plus de dissipation, probablement. Probablement plus de dissipation. Et là, je dis qu'elle est écornifleuse, c'est pas parce que je veux parler dans le dos des gens qui vivaient en 1879, c'est parce que la majorité des informations qu'on a sur le cas, ils proviennent du témoignage d'Ellen Burke en cours. Elle avait l'air de passer tout son temps à écouter ce qui se passait dans l'appartement d'en haut, en prenant des notes, parce qu'elle a des événements, elle rapporte des événements qui se passaient à des heures très précises. C'est elle qui dit que justement, Mary Gallagher arrive à 6h20 le matin. Ah, elle, ça aurait été le genre de personne à vouloir te donner ses fan theories sur Game of Thrones. Là. Ouais, clairement. Elle donne ses fan theories sur ses voisins. Puis, Ellen Burke, elle dit aussi, dans sa qualité d'écornifleuse, qu'elle est capable de distinguer les pas de Susan Kennedy d'entre les pas des autres personnes qui se promenaient en haut la journée du 27 juin. Madame, trouve-toi des loisirs. C'est basically Sherlock Holmes à Griffintown, là, Ellen Burke. Et Ellen Burke, elle est veuve, et elle a un garçon de 13 ans, alors peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de plaisir dans la vie, justement, et elle tripe à espionner ses voisins.
Alors, elle entend Mary Gallagher qui arrive à 6h20 le matin. En fait, ça aurait été dur de la manquer parce que Mary Gallagher est encore en dissipation et elle crie dans la rue. Elle crie à la fenêtre de Susan Kennedy, « Hey! » pour qu'elle la laisse rentrer. Puis là, ben, c'est bien fatigant puis ça réveille tout le monde. Et Susan arrive à la fenêtre et lui dit de passer par en arrière et d'arrêter de déranger les voisins. Genre. Tu sais, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment, puis il y a peut-être des gens qui travaillent, on sait pas. Bon. Alors, Mary et Michael Flanagan montent en haut et ils commencent à boire du whisky à 6h20 le matin, avec Susan et son mari Jacob. Mais Jacob ne veut pas de whisky. Alors, il sort pour aller à l'épicerie à 6h20 le matin, s'acheter des crackers puis de la bière. Écoute, moi aussi, des fois, à 6h20, j'ai des cravings pour des goldfish pis de la Molson tablette. Mais c'est quoi pas ça. C'est quoi le marché qui est ouvert à 6h20 le matin pour t'acheter de la bière pis des crackers? Ben, je sais pas. Je pense qu'à l'époque, les gens se levaient plus tôt pour, j'allais dire, aller faire les chats. On était à Montréal. On est dans Griffintown, il y a pas dans Griffintown, il y a des choses, par exemple. Peut-être faire les écuries, I guess. Peut-être. Alors, pendant ce temps, Ellen Burke est toujours à sa fenêtre et elle écoute. Elle entend Susan Kennedy entrer et sortir 2 fois de l'appartement, et puis ensuite s'installer à la fenêtre pour jaser avec les gens dans la rue. Elle avait l'air d'aimer ça, jaser avec les passants, installée à sa fenêtre. Susan Kennedy. En fait, selon Ellen Burke, Susan Kennedy était connue comme l'excentrique du quartier, qui aimait n'importe qui passait devant sa fenêtre, qu'elle les connaisse ou non. Voilà, c'est ça. Fait que c'est l'origine des DM sur Facebook. C'est vraiment ça. Fait qu'elle s'assoyait à sa fenêtre, puis elle faisait de la couture, ou je sais pas quoi, puis il y a quelqu'un qui passait dans la rue, puis elle était comme « Hey, comment tu t'appelles toi? Comment ça va? Conte-moi donc ta vie. » Puis c'est sans doute pour ça qu'Ellen Burke était tellement attentive au mouvement de sa voisine, parce que Susan Kennedy lui tombait ses nerfs. Ça devait être ça. Alors, vers 10h du matin, il y a un groupe d'enfants qui passe. Les enfants étaient apparemment des petits voyous qui aimaient tourmenter le mari de Susan, Jacob Mears. C'est pas des petits schnappants. Fait que là, ils s'en vont sur sa fenêtre, puis là, ils la voient, puis là, ils crient « Il est où ton mari? Il est où ton mari? » Dans ma tête, c'est comme ça qu'ils sont. Moi, dans ma tête, c'est comme « Coquille! » On n'est pas encore arrivé à ce bout de l'histoire! Mais c'est vrai, on a déjà dit qu'elle était prostituée, fait que bon, en tout cas. Elle leur dit qu'elle ne sait pas il est où Jacob Mears et qu'elle espère que le bon Dieu va le lui rendre sain et sauf. Madame, il est parti s'acheter des animal crackers, là. Il est pas parti en mer. Non, c'est pas très clair. Fait que là, les enfants trouvent que, apparemment, c'est une réponse un peu originale et ils lui demandent du tac au tac, « T'es-tu saoule, Susan? » Et Susan leur répond, « Je suis pas plus saoule que vous! » J'ai tellement de questions. À l'époque, fait que elle, est-ce que les enfants buvaient ou est-ce que j'ai tellement de questions. Je sais. Moi, je pense que c'est parce que les enfants étaient ivres aussi. C'est les petits voyous! Tout le monde est en anticipation, il y a pas grand-chose à faire à cette époque-là, il y avait pas de Xbox, il y avait pas de Fortnite, écoute... Puis, anyway, c'est ça, tout le monde avait l'air de dire que Susan Kennedy avait le coude pas mal léger dans cette histoire-là, dont Ellen Burke, tu sais. Puis c'était le Griffintown des Irlandais. Puis ils buvaient du whisky à 6h20 le matin, fait que moi, ma théorie, c'est que les enfants étaient sous aussi. Écoute, un petit café irlandais, là. Un petit café irlandais quand tu te réveilles. Anyway, c'est maintenant qu'arrive une autre voisine de cette chère Susan, Catherine Colden. Catherine Colden habite de l'autre côté de la rue. Et le 27 juin, elle passe la journée à faire de la couture en regardant par la fenêtre. Fait qu'on l'a dit, il n'y a pas d'Xbox, rien. Elle voit Mary Gallagher entrer à 6h20 avec Michael Flanagan. Tout jusqu'à date, ça va. Et elle voit aussi Susan qui vient à la fenêtre plusieurs fois. Et à 11h, elle aperçoit une altercation entre Susan et Mary Gallagher. Susan est là à crier aux passants dans la rue, same old, et Mary vient la voir. Elle essaie de lui parler puis d'attirer son attention, puis elle l'énerve un peu, puis elle tire sur sa robe, puis elle est comme Susan. Puis là, tout à coup, Susan lui dit laisse-moi tranquille, sinon je te défonce la tête avec une hache. Ah, c'est très précis, Susan, hein? Fais attention. C'est très précis et incriminant aussi. C'est bon. Alors, Catherine Colden, c'est ça qu'elle a entendu. C'est ben damnant comme preuve, on va s'entendre. Puis là, vers midi, Jacob Mears, le mari de Susan qui était parti acheter des animal crackers et de la bière, revient chez lui et il trouve sa femme au lit avec Michael Flanagan, le marin random. Oh, Simonac! Oh, il est arrivé au mauvais moment. Il a pris trop de temps à choisir cette rescue. Hey, s'il était arrivé 1 heure avant, elle était à la fenêtre en train de dire à Mary Gallagher qu'elle allait lui défoncer la tête à coups de hache. Ben, c'est ça t'apprendra à hésiter entre tomates séchées pis poivre. Pis parmesan, c'est la meilleure sorte de cracker. Fait que là, Jacob Mears confronte sa femme et lui dit « Est-ce que tu m'as trompé, Susan? » Et là, selon ses dires à lui, Susan lui répond « Ta gueule! » Mais en anglais, « Shut up! » Shut up! Alors,
il repart Je bien suis occupée. triste avec sa bière et ses crackers. Oh, mais il y a des crackers. Au moins. C'est toujours ça. Puis là, juste un petit peu plus tard, là, c'était midi, tu sais, juste un peu plus tard, vers 12h30, la sympathique et cornifleuse de service, Madame Ellen Burke, entend beaucoup de fracas à l'étage. Elle entend quelque chose de lourd qui tombe, bang! Puis des coups, bang, bang, bang! Elle décrit le son comme des coups d'orle, entre guillemets, pas des coups secs. Fait que c'est pas comme... C'est plus comme... Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est une mauvaise imitation. On fait des sons avec Catherine Oui, et c'est ça. Audrey. C'est comme... Puis c'est aussi comme... Voilà. C'est comme ça. Puis comme ça... Fait qu'elle entend des coups qui sont comme amortis, pas des coups qui sont secs. En tout cas, ça va être important plus tard. Les coups sont tellement Prenez des notes, là. forts que... Ils font tomber le plafond d'Ellen Burke. Pauvre Ellen Burke. Pas mon beau plafond en Mon plomb. beau plafond en stuc qui me Oh, tombe c'est sur la correct. tête. On va pouvoir mettre du beau stucco. Oh, ça va être joli. Ça va être beau dans les années 70 quand on va fumer. Alors, ensuite, tout redevient silencieux. Vers 2h de l'après-midi, Hélène entend Susan qui va à la fenêtre, mais celle d'en arrière cette fois-ci, fait que là, peut-être qu'elle bouge dans la maison, comme la s'installe à l'autre fenêtre. En bonne commère de quartier, elle s'approche, et elle entend Susan qui dit « Je cherchais ma revanche, et maintenant je l'ai eue! » Moi aussi, c'est comme ça que je parle. là. Ah, quelle preuve incriminante! À toutes les fois que je parle, après, il y a un coup de tonnerre. C'est littéralement ça. Moi, je l'imagine, tu sais, comme... avec un gros couteau pis une pierre Oui. aiguisée pis c'est comme schlick. Ah, je voulais ma revanche, schlick. Je l'ai eu. Schlick. Avec Alors? une petite trace de sang en face, là. Là, il est... Ah, bon, vers 4h l'après-midi, Ellen Burke voit Susan Kennedy descendre dans sa cour en arrière. Fait que là, elle est restée dans la cour en arrière pour l'espionner, tu sais. Et remonter avec une chaudière d'eau. Oh! Et là, on arrive au soir. Il est environ 6h du soir et on retrouve notre cher Jacob Mears qui a passé toute la journée à se promener avec sa bière et ses crackers. Triste que sa femme se prostitue, sans doute, ou peut-être triste parce qu'elle lui a dit de fermer sa gueule. Ah, pauvre Jacob, je le feel. Un des deux. Ben, moi aussi je le feel, puis je vais le filer plus tard dans l'histoire aussi, là. Il voulait juste manger des crackers. En tout cas, il revient à la maison pour souper. Il faut bien, hein. Ben, Et il a en juste entrant- mangé des crackers, il a faim. Il a juste mangé des crackers puis de la bière, puis il est triste, puis c'est pas parce que sa femme le trompe que, comme, il peut pas partager un repas avec elle, tu sais. Hey, c'est ça, on peut On quand est même tous on civilisés, peut là. quand même manger des patates ensemble. Ils peuvent quand même manger des patates ensemble. C'est vrai, c'est des Irlandais. Du chou, des patates, des saucisses. Et voilà. Voilà. Fait que là, il entre dans la maison à 6h le soir et il découvre un cadavre dans son salon. Ah, Simonac. Fait que là, il se fâche contre sa Mauvaise femme. journée. Puis il lui dit, Ciboire, qu'est-ce que t'as fait? Et il dit pas ça parce que c'est un Irlandais, fait qu'il parle en anglais. Mais c'est ça. Ciboire, qu'est-ce que t'as fait? Et elle lui répond, You shut your mouth! T'aurais dû rester couché, Jacob. C'est pas ta journée. Ah, c'est pas sa journée, tu sais. Fait que là, elle lui dit encore de fermer sa gueule et elle le met dehors, même pas de souper ni rien, net, frais, sec. Là, Oh. Jacob Mears est De sans doute retour aux allé... crackers. Exactement, il est sans doute allé chercher d'autres crackers et d'autres bières, puis il a continué à se promener dans la rue, tu sais. Là, il y a un petit trou dans l'histoire, mais vers 9h le soir, donc 3 heures plus tard, il est encore dans la rue, avec ses crackers puis sa bière, puis il croise les petits voyous. Oh non! Oh, les petits Oh, voyous non. qui ont demandé à Susan Kennedy si elle était saoule le matin même. Fait que là, les petits voyous, je l'ai déjà mentionné, il paraît qu'ils aimaient beaucoup courir après Jacob Mears et l'agacer. C'était vraiment des petits bullies, là. Il était vraiment fatigant. Puis, Jacob Mears, c'est important de mentionner qu'il est décrit par les différentes personnes impliquées dans le cas comme étant une personne un peu marginale, pour ne pas dire étrange. Certaines personnes disent qu'il y aurait eu des enjeux de santé mentale et d'autres qu'il semblait avoir un retard au niveau cognitif. Bien sûr, c'était pas dit dans ces mots-là, on est en 1879. Fait que vous pouvez imaginer à quoi ça ressemblait dans les journaux. Mais en tout cas, Nous, on a décidé d'être polis. on a décidé d'être polis et en fait, ben on sait pas si on peut prendre ça pour du cash non plus. Je veux dire, on est en 1879 et les gens sont pas particulièrement compréhensifs à l'égard de la différence. C'est comme juste, puis si ça nous vient d'une gang de petits Chris qui lui crient qu'ils sont cocus, on les écoutera pas trop. Cocu, qui baise oreilles. Oui. Voilà. Cocu! En tout cas, les petits bullies arrivent dans la rue pis ils courent après Jacob en le niaisant. C'est pas très clair qu'est-ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils sonnent encore comme ça. Et là, finalement, Jacob se fâche et il leur dit « Laissez-moi tranquille! J'ai déjà assez de troubles de même, il y a une madame pas de tête en haut! » Oh, wow! Voilà. Plot twist. Pis là, les petits gars sont comme « Ah! » Ils trouvent ça bien heavy comme information. Ils sont comme, wow, c'est pas ça que je voulais juste te niaiser, là. Dites-moi, Je m'attendais pas à un boom flippet. Non, c'est ça. Vraiment pas. C'est le reverse ou non. Fait que là, ils trouvent ça bien intense comme information. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce que toute personne censée serait allée faire dans un cas comme ça.
Ils vont aller demander à Ellen Burke qu'est-ce qui se passe! Ok, Elle sait tout sur tout! une chance que c'est pas arrivé maintenant, parce qu'il aurait été faire un TikTok à côté de cadavre. C'est littéralement ça. Fait qu'ils vont pas voir la police qui était dans 2 rues à côté, ils vont voir Ellen Burke. Bon. Là, ils disent, Madame Burke, il y a un cadavre en haut! Puis là, Madame Burke leur répond, ben non, allez vous perdre, gang de petits voyous. Bon. Et, malgré tout, Ellen Burke commence à réfléchir au bruit en haut qui était comme, ou comme ça. Et au plafond qui tombait, puis là, la chaudière d'eau. Puis elle est curieuse. Et là, quelques minutes plus tard, il y a une de ses amies, Madame Hopkins, qui vient la voir. Elle dit, oh my god, j'ai entendu dire qu'il y avait un cadavre en haut, on va-tu voir? Puis là, Madame Burke est comme, elle fait sa scène les touche un peu, pis comme, non, jamais de la vie, quoique peut-être que ça m'intéresse. Je me mêle jamais des affaires de mes voisins, je sais pas de quoi tu parles. Non, Moi, non. Oui, comme Franchement. non, ça m'intéresse pas, je veux rester ici pis Non, écouter je suis en train d'égrener mon sur chapelet. la radio, pis voilà. Je suis en train d'égrener mon chapelet, là, tu me déranges. Puis de faire mon TV hebdo, pis là, elle dit, mais tu sais, peut-être qu'on pourrait aller voir ce qui se passe, mais juste si notre autre amie, Madame Hartford, vient avec nous. Fait que là, il appelle Madame Hartford, tu sais, il est comme, t'es ici. Puis là, pendant ce temps-là, Allez toujours voir des cadavres en gang. Faites jamais ça tout Oui. seul, c'est pas une bonne idée. entre-temps, Ellen Burke décide, en attendant que son ami arrive, elle prend une super bonne décision et elle décide d'envoyer son garçon de 13 ans vérifier ce qui se passe dans l'appartement d'en haut. Moi aussi, j'envoie toujours des enfants. Quand j'entends un bruit suspect, envoie un enfant. Envoie un enfant pour voir s'il y Il y a a un un cadavre. maniaque qui est rentré dans l'appartement, va voir. Fait que là, le pauvre enfant Burke, dont c'est pas mentionné c'est quoi le prénom, va en haut et redescend tout de suite en panique, méga trauma, et lui confirme qu'il y a un cadavre dans le salon. Et j'ai écrit dans mes notes, il y a un corps dans le salon qui ne bouge pas. Je pensais que j'avais écrit un cadavre qui ne bouge pas, pis j'étais comme, j'espère bien. C'est pas une histoire de zombie. Ben là, c'est pas trop clair comment étaient faits les appartements puis comment l'enfant a réussi à rentrer dans l'appartement. Puis je pense que c'est comme une espèce de duplex puis comme les portes se barrent pas nécessairement. Fait que là, il aurait pris l'escalier à l'intérieur qui communique avec tous les apparts pour aller voir en haut, tu sais, quelque chose comme ça. Anyway, il est rentré, il y a un cadavre, il est redescendu. Et là, Ellen Burke et ses 2 grands chums décident de monter en haut pour voir ce qui se passe. Puis là, Une soirée de sacoche. une soirée de sacoche, et on est revenu au début de l'histoire, il y a un cadavre. Alors, Madame Hartford, l'amie de Ellen Burke, envoie son mari, Monsieur James Hartford, aller au poste de police où il croise le constable Neil McKinnon, puis on recommence l'histoire. Bon. Alors, le constable McKinney arrive et évalue la scène de crime avec ses 3 amis policiers qu'il a ramassés dans la rue en s'en venant, et ils embarquent Susan. Le lendemain, ils ramassent Michael Flanagan qui se promène au bord du canal de la Chine. Bing, bang, bing, final bâton. On les poursuit en justice. On a trouvé nos criminels. High five! C'est fini. High five. Justice servie! Yeah! Mais en fait, ce n'est pas fait. Oh non! Non. Ben oui, c'est vrai, le capitaine! Le capitaine. C'est qui le capitaine? Qui c'est? Parti à la recherche de Moby Dick. Voilà. Mais là, avant de vous parler du capitaine et des procès, je vais vous partager ma tangente inutile préférée de l'histoire. Parce que puisque les journaux publiaient les témoignages de cours de manière intégrale, incluant les fautes d'orthographe, de transcription, il y avait beaucoup d'informations qui servaient à rien, finalement, mais qui faisaient partie des témoignages de cours ce jour-là. Alors, je vais vous parler de l'histoire de 2 hommes, 2 John Reagan et John King. Ce sont 2 hommes qui se sont croisés dans un bar juste après la mort de Mary Gallagher. C'est ça d'un gars qui rentre dans un bar. C'est ça, a man walks into a bar, c'est cette joke-là. Alors, John King était dans une taverne sur, ça disait le Victoria Square, ce que j'imagine est le Square Victoria, O-A-C-I. Je pensais qu'il y avait le O-A-C-I. Il y avait pas le O-A-C-I à l'époque, c'est triste. Alors, John King est dans une taverne sur le Square Victoria O-A-C-I, mardi le 1er juillet, donc on est 3 jours après la fête du Canada. C'est la fête du Canada, puis lui il est un Irlandais, puis il est peut-être comme yeah, brop, Canada. Alors, il est 3h de l'après-midi, il est dans la taverne, et il rencontre un autre homme qui s'appelle John Reagan. Il y avait pas beaucoup de noms dans ce temps-là, les options étaient limitées. Non, il y avait pas beaucoup de noms. Alors, John King dit que lui, il buvait, mais là, il rencontre John Reagan. John Reagan lui dit, on va prendre d'autres verres ensemble. Puis John King répond, ah non, mais moi, j'ai assez bu, tu sais, je vais prendre un verre de lait. Ah, recommander un verre de lait dans un bar! Un verre de lait dans un bar en Puis dans le temps, les gens 1879. pouvaient fumer en dedans. Oh! C'est l'enfer. Fait que là, lui, il boit son Non. vieux lait chaud. Non! Puis John Reagan boit un autre whisky. John Reagan, il est complètement paf. Puis là, éventuellement, il commence à parler de leur travail.
Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des journaliers. Fait qu'il y a du monde qui ont jamais de job fixe, puis ils font juste C'était les pigistes de l'époque. C'est les pigistes de l'époque, mais tu vas faire du pigisme n'importe où que tu peux. Fait que là, il commence à parler de où est-ce qu'il travaille, et King répond à Reagan que lui, il a pas travaillé depuis la mort de Mary Gallagher sur William Street. Alors Reagan lui dit « Ah! Est-ce que t'es un jury sur le procès? » Puis King lui répond « Non! Mais j'étais sur William Street. » On sait pas trop ce qu'il veut dire par là, puis il revient jamais là-dessus. Il partageait des crackers avec Jacob Mears. Peut-être, hein? Peut-être! Fait que là, Reagan lui demande « Est-ce que t'étais là quand elle est morte, la femme? » Puis King il répond « Ben, j'étais là tout le matin, puis je suis allée prendre un verre, mais je connaissais bien les gens chez qui elle a été tuée. » Fait que oui, c'est peut-être un ami de Jacob Mears avec qui il mangeait des crackers. Mais là, ils sortent, les hommes, les deux John King avec son verre de lait, puis John Reagan super sous. Puis là, ils sortent, puis ils jasent, ils sont comme « Ah! On vient du même coin, on va partager une calèche pour rentrer chez nous! » Et là, tu prends le cheval de droite, puis je prends le cheval de gauche. C'est ça, fait que là, il y a une calèche, ils sont comme wow. Fait que là, ils se dirigent vers Griffintown. Puis là, quand ils passent devant la station de police sur la rue Young, Reagan, il fait signe au conducteur des calèches d'arrêter la calèche. Wow! Puis là, il se retourne vers John King, complètement sous, puis il dit « Tu es l'homme que je cherche! Tu as tué cette femme! » Boum, flip it! Boum, flip it! Puis là, il lui dit qu'il est en fait un détective en civil! C'est un private eye! C'est un And he's watching you! Voilà. He's watching you! Fait que là, il le force à rentrer au poste de police en disant « Je suis un détective, faut que tu viennes avec moi! » Puis il rentre dans le poste de police, puis il dit « Regardez les gars, j'ai trouvé l'homme qui a tué Mary Gallagher! » Puis les policiers sont comme « T'es qui, toi? » Parce qu'en fait, boum, il était flippé. En fait, John Reagan n'était pas un vrai policier. Il était juste un gars sous. Il était juste un gars sous. Alors les deux sont arrêtés et interrogés. Ah, quand je suis sous, j'aime ça arrêter des gens. Voilà. C'est le fun. Alors c'est la fin de l'histoire. John King avait rien à voir avec le meurtre de Mary Gallagher. John Reagan s'est fait passer pour un policier pour rien du tout. Je pense que on c'est ma parle tangente plus préférée. jamais de ces deux hommes-là dans tout le reste du procès. C'est la plus belle tangente que j'ai jamais entendue. Je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment bien. Là, maintenant, on arrive dans ce que j'appelle le procès de Susan Kennedy-No Chill. No chill. No chill. Susan Kennedy et Michael Flanagan sont poursuivis en justice individuellement parce qu'ils sont pas accusés exactement de la même chose. Et il y a un procès par charge judiciaire, j'imagine. Fait que là, okay. Susan Kennedy est accusée de meurtre et elle a son procès quelques jours avant Michael Flanagan. Michael Flanagan, lui, on va y revenir plus tard, mais il est accusé de meurtre, puis il est accusé aussi de accessory to murder, donc de complice, j'imagine, dans un meurtre. Le procès de Susan Kennedy est le premier des deux, même si les deux se déroulent assez simultanément, et son procès commence le 1er octobre 1879. L'avocat de la couronne est un dénommé Maître Devlin, et il est bien éloquent, et il semble ben brillant. Et les avocats de la défense sont Maître McMaster et Maître Greenshields, qui eux ne semblent pas très éloquents, pas très brillant, ni très utile, parce que, Susan Kennedy, elle a pas vraiment de défense. Autre que, non, je te jure que c'était pas moi. Autre que je suis convaincue que c'était ce capitaine sans nom qui est parti et qu'on n'a jamais retrouvé. Avec sa maudite belle face. Avec sa petite face toute cute. Alors, Devlin, le maître Devlin commence par présenter le crime avec tout ce qu'on vient de vous résumer, à deux différences près. D'abord, il dit que le meurtre a été commis aux alentours de midi. Or, selon Ellen Burke, tout le barda qui a cassé le plâtre dans son plafond est arrivé à 12h30. Ça ne semble pas faire une grosse différence, mais ça va devenir important. Ensuite, dans son interlocution d'ouverture, Devlin a expliqué au jury que Susan, quand elle a été questionnée par le détective Cullen et le chef de police Hercule Paradis, elle a d'abord dit que c'était pas le capitaine sans nom qui avait tué Mary Gallagher, c'était Michael Flanagan. Puis ensuite, elle a changé son témoignage pour blâmer non plus Michael le marin, mais bien, entre guillemets, un monsieur qui s'est sauvé. Le capitaine, avec son couteau au manche blanc. Oui. J'étais comme, y a-tu un autre monsieur? Attends, je sais plus. On sait pas trop. Pis encore là, café. Maître Devlin n'y croit pas du tout. Non, jamais dans son temps. Et il dit que c'est « The story of the young man is devoid of truth ». Pas de vérité ici. Il y a pas de vérité là-dedans. De la vérité, il n'y en a pas. Devoid of truth. You can't handle the truth, comme dirait Jack Nicholson. Mais c'est pas ça qu'il dit. Mais il parle bien, Maître Devlin. Il parle mieux que moi. Ah, il est éloquent. Il a une belle éloquent. perruque poudrée. Y avait-tu des perruques poudrées dans le temps? J'espère, comme les barristers en Angleterre. Ah oui. Ah ouais. Alors, il convoque le premier témoin à la barre, et le témoin est le coroner Joseph Jones. Alors, le coroner explique qu'une enquête préliminaire... Ok, non, le coroner explique qu'une enquête préliminaire a été faite après le meurtre,
et a déterminé qu'il fallait faire un procès pour meurtre. Willful murder, fait que meurtre délibéré. Délibérément tuer quelqu'un, à Susan Kennedy, à Michael Flanagan, mais aussi à Jacob Mears, le mari de Susan. Reverse Uno! C'est pas mal reverse Uno parce que Jacob Mears aura jamais de procès. Ah! Il était parti chercher des crackers puis ils l'ont jamais retrouvé. Lui, il est tombé entre les cracks du système judiciaire. Il s'est caché en deux boîtes de crackers. Parce que tout le monde trouvait qu'il avait l'air trop bizarre. Je veux pas vraiment y parler, fait que je vais juste faire semblant que j'ai rien entendu pas, là. Ouais, c'est ça. Mais on va y revenir, moi je trouve que c'est intéressant comme indice. Ensuite, Joseph Jones, le coroner, décrit la scène de crime en racontant que la tête était dans un bucket et la main chopée près du corps, comme on vient de le décrire aussi. C'est une grosse soirée. Ensuite, il parle à un architecte qui porte le beau nom de George Glackmeyer. Glockemeyer. George Glockemeyer, son témoignage est plus intéressant lors du procès de Michael Flanagan, alors on va passer là-dessus très rapidement puis y revenir plus tard. Basically, il dit que le beau détective Cullen lui a demandé de faire un plan de l'appartement pour savoir de quoi il a l'air et à quel endroit dans l'appartement la pièce où le meurtre a été commis est visible. Et pour combien tu le mettrais sur Kijiji? C'est ça, combien tu mettrais sur Kijiji? Est-ce que G'day, America. It's Tony and Ryan from the Tony and Ryan podcast from Down Under. Today we want to talk to you about Boost Mobile, the newest 5G network in the country. These guys are no longer the prepaid wireless company you might remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America, transforming the carrier into America's fourth major network alongside the other big dogs. Yep, they're challenging the competitors by working harder and smarter, like this amazing new network they've literally built. The Boost Mobile network, together with their roaming partners, covers 99% of the US population, but 5G speeds not available in all areas. Yep, they have blazing fast internet and plans for all the latest devices. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. est considéré comme 3 ou 4 chambres fermées? T'es-tu proche d'un métro? C'est ça. Autobus et épicerie. Et épicerie. Est-ce que c'est dans un quartier qui est bon pour les familles, les jeunes enfants? Mais là, je vais vous gâcher le punch. Oui, la salle où a été commis le meurtre de Mary Gallagher était visible de toutes les autres pièces de l'appartement. Tout le monde peut regarder. Fait que peu importe t'étais où, là, si tu voulais passer de la chambre à la cuisine ou n'importe quoi, c'est certain que t'allais voir le cadavre de Mary Gallagher. Ça se pouvait pas d'être dans l'appartement puis de faire semblant que, ben oui, ça se pouvait de faire semblant, mais ça se pouvait pas d'être là puis de dire que t'avais rien vu. Le cadavre était trop en évidence. Sauf que c'est un torticolis pis t'es pogné pour regarder par en haut. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, ils ont convoqué à la barre James Connolly, qui s'est avéré être le mari de Mary Gallagher. Elle était mariée, la coquine! Oh, ben maudit! Je sais. Alors, il a dit que... On va de plot twist en plot twist. On va de plot twist en plot twist. Alors, James Connolly dit que sa femme avait approximativement 45 ans. Bravo, elle connaissait pas l'âge de sa femme. Et qu'il s'était marié 6 ans auparavant. Et que depuis, il était séparé d'elle. Il était séparé depuis 2 ans. Mais là, ils se sont mariés tard. Ils se sont mariés très tard. Alors, nos auditoristes célibataires, n'ayez crainte. L'amour, ça peut arriver n'importe quand. C'est ça que ça m'a inspiré, ce segment-là de l'histoire. En 1879, 6 ans auparavant, en 1873, à l'âge de 39 ans, Mary Gallagher a trouvé l'amour et s'est mariée. Comme quoi, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais ensuite, elle est morte. C'est pas une inspiration pour personne. Maintenant, il est trop tard. Maintenant, il est trop Ne tard. désespérez pas. Voilà. Mais en tout cas, il était séparé d'elle depuis 2 ans, et il s'était séparé parce qu'il avait entendu dire qu'elle était, entre guillemets, une mauvaise femme, donc probablement parce qu'elle était sombrée dans l'enfer de la prostitution! Et de la dissipation! Si c'était un documentaire à Canal D, c'est sûrement comme ça qu'il appellerait ça, l'enfer de la prostitution. Et James Connolly a avoué qu'il a fait partie du lot qui est allé voir son cadavre quand il y avait un attroupement autour de l'appartement avec la police arrive. J'étais allée dieuter les cadavres de ma femme pis j'étais comme ils doivent avoir fait le saut en tabarnouche. Je suis célibataire. Bye là. Bye là. Bon, je peux enfin me remarier. Je m'en vais à la taverne. Ensuite, on est rendu au témoignage du médecin légiste. Je sais pas si tu t'en rappelles la dernière fois, mais t'avais beaucoup aimé le nom du médecin légiste. Le médecin légiste. Celui qui collectionne les prénoms. Oui. Le médecin légiste s'appelle James John Edmund Guérin. J'aime ça. Il a 3 prénoms. James John Edmund Guérin. Et il y a rien là-dedans qui est Joseph. Tu sais, il y a pas comme un nom de baptême, en plus, c'est James John Edmund Guérin. C'est pas seulement Joseph James John Edmund Guérin. Hey, c'est en plus, c'était toutes des J, j'aurais été comme, wow. Mais on dirait... Pourquoi Edmund? Ça aurait pu être Jeremy, puis ça aurait été correct. Je sais pas, mais avoue qu'on dirait quelqu'un qui a oublié le nom de quelqu'un. Tu sais, quand tu oublies le nom de quelqu'un, pis t'es comme, ah, Stéphanie, Rebecca, ça. Oui. Là, c'est comme, John, James, Edmund Guérin? Guérin? Pis en plus, c'est comme, tous les prénoms anglophones.
Pis son nom de famille, c'est Guérin. Ouais. C'est pas Edmond, c'est Edmond avec un U. Fait que Guérin. Oh! Alors, Guérin, il vient au procès pour faire le petit peu de gore que tout le monde adore tellement. Qui est, mangez pas tout le monde! Il répertorie. C'est un mot, ça? Oui. Ok, parfait. Il répertorie les blessures sur les corps. Il fait un inventaire. Il fait un inventaire des blessures pour le jury. Et donc, il dit qu'il y avait 3 blessures sur le front. Par blessure, on veut dire coup de hache. Donc, il y avait 3 coups de hache sur le front de Mary Gallagher. Et un autre sur le côté gauche de son visage qui faisait 5 pouces de long. Puis là, on se rappelle que la hache faisait 2 pouces de long. Ça veut dire que c'est plusieurs coups à même place sur la joue. Ça, c'est bien de la rage, là. Touche pas mon mari! Touche pas mon beau capitaine! C'est ça, touche pas mon beau capitaine. Mais moi, je serais pas vraiment capable de te donner... C'est comme Kate Winslet dans Titanic quand elle essaie de casser les menottes, là. C'est ça, je serais pas capable de donner 2 coups à la même place avec une hache, là. Non, je serais comme, non, on est fait. Ouais. Confie tes péchés, pis On te laisse enchaîner sur le tuyau, là, Leonardo DiCaprio. Où tu serais reparti, mais avec une main en moins, pis j'espère que tu m'en veux pas trop, parce que c'est toi qui m'as dit que c'était une bonne idée. Exactement. En tout cas, cette blessure-là, sur le côté gauche de la tête, a fracturé l'os frontal du crâne, et c'était possiblement le coup fatal. Puis on dit possiblement parce que James Edmund Guérin a genre 3 hypothèses différentes. Puis la première, c'est, bon, elle a reçu un coup de hache d'en face, ça l'a tué. Ensuite, elle avait aussi 2 yeux au beurre noir et le nez cassé. Elle avait des marques de coups sur l'épaule et sur le haut de la poitrine, puis en plus, elle avait plus de tête, fait qu'elle avait le cou complètement coupé. Bon, et ça. En tout, il pouvait compter 14 coups de hache distincts. Ensuite, il a analysé ses organes, bien sûr, parce que c'est une autopsie. Elle avait des beaux organes. Il a dit qu'il n'avait pas trouvé d'alcool dans son estomac. Il a pas analysé le contenu de l'estomac, mais il a reniflé le contenu de l'estomac et il a dit que ça ne sentait pas l'alcool. Mais c'est quoi cette job? Je sniffe tes organes à longueur de journée. Oh, mais il a fait ses études de médecine, là. Lui, là, fait qu'il a le droit de travailler, même si ça y tente. Il a appris à sniffer des organes. Il a sniffé l'estomac, il a dit « ça sent pas l'alcool, merveilleux ». Alors, il avance sa deuxième hypothèse pour dire que les blessures au visage, les 2 yeux au beurre noir, le nez cassé, auraient pu être occasionnées par un sucker punch d'en face donné par un homme fort. Ou par un objet que tu lances dans la face à quelqu'un, par exemple une bouteille de whisky. Ah ben si boy. Pas mon whisky. Il dit que probablement que Mary Gallagher a reçu un coup de poing en face ou une bouteille de whisky sur le nez et qu'elle a perdu connaissance et qu'ensuite elle a été attaquée à coups de hache, mais ses organes étaient complètement drainés de sang. Donc, elle est possiblement morte au bout de son sang pendant qu'elle se faisait couper avec la hache. Puis c'est la deuxième théorie. Sa troisième théorie, c'est que... Fan theories! Fan theories! Donc la première, on s'en rappelle, c'était elle a reçu un coup de hache d'en face puis elle est morte sur le coup parce que ça a fracturé son crâne. La deuxième, c'est elle s'est vidée de son sang puis elle est morte de ça. Puis la troisième, c'est elle est morte de décapitation, donc elle était encore vivante, possiblement consciente, en se faisant décapiter. J'y souhaite que c'était pas ça. J'y souhaite que c'était pas ça, puis on n'est pas trop sûr s'il a l'air de savoir ce qu'il dit, là, parce que c'est 3 affaires qui sont pas super réconciliables. Il est peut-être dissipé, il a peut-être sniffé trop d'alcool avant. Il a sniffé trop d'estomac plein d'alcool. Il a sniffé peut-être de la colle aussi, on sait pas. Alors, ensuite, ils font venir à la barre la sympathique cornifleuse du quartier, Ellen Burke. Oh, elle, je sens que c'est son moment de shine. Elle est sûre qu'elle a mis son plus beau chapeau. Fait que là, elle répète tout ce qu'elle a dit au jury, là, tout ce qu'elle a entendu, tu sais. Et là, toutes les heures précises. Puis là, quand elle entend Susan Kennedy qui dit « J'ai cherché ma revanche et maintenant je l'ai eu », elle répète tout ça au jury. Et en plus, elle salit la réputation de Susan Kennedy en disant que dans le quartier, tout le monde la trouve bizarre. Puis qu'elle a l'habitude de s'asseoir à la fenêtre, puis de jaser avec les gens dans la rue. Puis ça la dérange, ça. Ellen Burke, elle aime pas ça. Puis elle dit aussi que le 27 juin, elle a vu Susan Kennedy sortir de chez elle plusieurs fois. En avant, puis en arrière pour aller chercher une chaudière. Par le côté, par le côté, par l'escalier à l'intérieur, par la fenêtre, par on sait pas. Bon. Ah oui, elle a descendu en bas du mur comme une araignée. Sur la gouttière, pis tout ça. Mais elle dit qu'elle n'a vu aucun homme sortir. Pis ça, c'est un peu étrange, parce qu'on s'en rappelle, Jacob Mears, lui, il est sorti plusieurs fois avec sa bière pis ses crackers, là. Il est sorti pour en acheter une première fois. Aussi, il est revenu à l'appartement puis il a surpris Susan Kennedy avec avec Michael Flanagan. Dans une position inconfortable. Deuxième fois. Puis ensuite, il est revenu à 6h le soir puis il a dit « Il y a un cadavre dans ma maison » puis il est reparti 3e fois. Il est sorti 3 fois. Fait qu'Ellen Burke était pas une si bonne écornifleuse. Ça, là, c'est en anglais, on appelle ça un discrepancy. C'est quelque chose qui n'est pas très conséquent, mettons, dans les témoignages d'Ellen Burke. En plus, elle révèle au procès une information très intéressante. Elle aurait entendu Susan Kennedy qui se parlait à elle-même, à sa fenêtre, 2 jours avant le meurtre.
Et Susan aurait dit qu'elle voulait avoir sa revanche pour le meurtre de Susan Carey, qui a été tuée sur la rue Blurry et qui était une autre prostituée. Je l'ai annoncé vraiment comme saccadé, là, comme des annonceurs de nouvelles. Donc, The plot thickens. on va partir dans une mini-tangente ici, parce que j'ai essayé au meilleur de mes capacités de détective des interwebs de trouver des informations sur le meurtre de Susan Carey, mais je n'ai rien trouvé. C'est assez difficile de trouver des infos sur tout ça en général, sur l'histoire de Mary Gallagher, surtout parce que les journalistes de l'époque ne semblaient pas super à cheval sur l'orthographe et que les noms de tous les gens mentionnés dans ce cas sont épelés d'au moins 2 manières différentes par personne. Fait qu'on a des Susan, on a des Suzanne, on a des Susanna, on a des Susan Kennedy puis des Susan Mears, puis on a Jacob Mears puis Jacob Myers, comme Mike Myers, puis on a la voisine Catherine Colden, qui est aussi Catherine Golden, puis là, Susan Carey, mais là, ça devenait un petit peu compliqué. Bon. J'ai rien trouvé sur Susan Carey, même en essayant plein d'orthographes différents, et le beau détective Colin, Qui shine au soleil. qui shine au soleil comme un vampire dans Twilight, et qui était chargé du cas, on s'en rappelle, lui-même avoue en cours, en réponse au témoignage de Ellen Burke, qu'il n'a jamais entendu parler du meurtre d'une femme nommée Susan Carey sur la rue Blurry, qui aurait été une prostituée. Donc, c'est-tu un vrai meurtre ou c'est-tu pas un vrai meurtre? On ne le saura jamais. Alors, si vous le savez, et que vous avez déjà entendu parler de ça, chères auditrices et chers auditeurs, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. On va vous lire. On va regarder vos fan theories. On va regarder vos fan theories sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Susan Carey. Était-ce une vraie personne? De retour à l'histoire. On part ensuite à Catherine Golden, la seconde mégère du quartier. J'ai vraiment écrit mégère, c'est méchant, ça, je vais me reprendre un peu. La seconde ménagère du quartier. Ok, elle répète tout ce qu'on sait déjà par rapport à l'histoire et au nombre de fois que Susan est allée à sa fenêtre pour crier avec les passants. Et elle ajoute ici une information nouvelle. Vers 3h de l'après-midi, elle a entendu Susan parler aux enfants dans la rue, tu sais, les enfants qui... Les enfants sous. Les enfants sous qui vont plus tard tourmenter son mari, et elle leur a dit « Personne ne peut rien dire de mal à propos de moi, je n'ai jamais tué personne. » Moi aussi, je prends mes journées pour aller me promener dans la ville et dire aux gens que j'ai tué En personne. passant, j'ai jamais tué personne. Hey, je voulais juste te dire, j'ai tué personne, puis les gens sont comme, merci, moi non plus. Fait que là, comme ça, on est clear. Voilà. Tout le monde est clear. Là, on peut continuer à avoir des interactions. N'oubliez C'est pas juste- de confirmer avec tout le monde, tout le temps, que vous avez tué personne. Ouais, puis que eux autres ont tué personne aussi. C'est Exactement. la réciprocité, faut Comme être honnête. on appelle ça vivre en société. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'elle était en train de se créer un alibi? Ça semble probable. Non! Et, Non! Bon, on le sait pas, on le saura pas, parce que comme j'ai déjà dit, les maîtres McMaster et Green Shields, ben, ils ont pas vraiment de défense pour Susan Kennedy. Sa défense est assez déficiente. Sa défense est... Et les articles qui transcrivent intégralement les témoignages de cour, ne disent jamais quels ont été les arguments employés par les avocats McMaster et Green Shields Leurs pour arguments, c'est défendre come on! Susan Kennedy. Come on, là! Come on! Checkez-la, là! Elle a pas Checkez-la. l'air capable de faire ça! Regardez-la, là, elle a des petits bras de même, là, je peux passer mes doigts de même, là, pour tenir ses petits bras, là. Peut-être qu'ils ont fait comme au procès de O.J. Simpson, puis au lieu de mettre sa main dans le gant, c'était capable de lever la hache de 2 pouces. Ah, check Elle ça. était comme, Oh non, non, je suis faible, je suis une femme faible. If I can't lift the axe, you must quit! Ah, Voilà! no C'est- axe to C'est quit. là que ça vient! ah, Johnny Cochran n'avait rien inventé. Alors, le maître Devlin, le procureur de la couronne, convoque ensuite à la barre Neil McKinney, le constable. C'est le Oh. policier qui a arrêté Susan Kennedy quand elle faisait semblant de dormir. dans ma tête, il y a une belle moustache. Probablement, hein, ça se peut. Hein. Et donc, il dit à la cour que oui, il pensait que Susan faisait juste semblant d'être saoule et semblant de dormir. Et il a dit C'est une que bonne actrice. quand il l'a réveillée et arrêtée, on était en été, on s'en rappelle, on était en juin, elle portait plusieurs épaisseurs de linge superposées. Genre plusieurs robes, les Elle unes était par-dessus hugga. les autres. Elle était vraiment rugueux. Mais lui, il trouvait ça très suspicieux parce qu'il avait jamais entendu parler du hugga. Il sait pas ce qui manque. Les chandelles à vanille, les tapis à poils longs, puis les petites fairy lights, ça a changé ma vie. Il aurait pu rendre le poste de police de la rue Young tellement plus hugga-leg si seulement il avait su, mais Avec non. juste un petit peu d'encens puis des gros cardigans beige. Puis des tapis en shag. Hey. Alors, Neil McKinney, pardon, pas McKinnon. McKinney? Là, je doute de son nom. En tout cas, on n'ira pas checker. Si je me trompe, vous me le direz par la suite. Alors, Neil McKinney et les 3 autres policiers, on s'en rappelle, ceux qui ont ramassé dans la rue, ils lui demandent d'enlever ses robes.
je sais pas trop pourquoi t'aurais le droit de faire ça, là. Je pense que la police, dans le temps, était peut-être un petit peu moins surveillée. C'est comme, madame, ôtez vos robes, madame. Puis, comme, mais vous êtes 4 policiers, je ne suis qu'une jeune femme avec des... Bon, fait que là, elle enlève... C'est le début d'un vidéo que vous pouvez regarder sur les internets. On ne spécifiera pas quel genre, peut-être du unboxing. Oubliez pas de vous mettre en mode incognito quand vous regardez ces vidéos-là. Alors, elle enlève ses différentes robes et il remarque... On a des policiers qui essayent de pas trop souffler. C'est ça. Il remarque, les policiers, qu'elle portait un tablier taché de sang. Tadam! Ben, d'un coup qu'elle nous préparait un ragoût. C'est vrai. Ou qu'elle faisait du boudin. Ah. Ensuite, ils appellent... C'est interminable, ce procès. Mon Dieu, tellement de témoins. Il y a moins de témoins dans les autres procès. Ben oui, mais c'est parce qu'ils font venir tous les voisins, parce que les voisins, il y avait pas de TV, fait qu'ils faisaient juste écouter aux portes. Ouais. J'imagine juste Suzanne qui essaye de vivre sa vie, pis tous ses voisins qui sont à ses fenêtres, pis à ses portes, genre, qu'est-ce que tu fais? C'est clairement la personne la plus fun du quartier. Oui, il est donc bien beau, ce capitaine-là. Ouais, pis elle est super extravertie, pis elle veut parler avec tout le monde dans la rue. Elle a l'air d'être the life of the party. Oh mon Dieu, c'était une influenceuse. C'est comme... Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Alors, ensuite, Maître Devlin appelle à la barre le détective le fameux Maître Devlin. Et il appelle le célèbre Maître détective. Maître détective. Le super chef détective Colin. Ah ouais! Et il leur livre ce qui est censé être la défense de Susan Kennedy. Il leur dit qu'il a passé en entrevue Susan Kennedy quand elle a été arrêtée la nuit du 27 juin. Et selon Hercule Paradis, là pourquoi Hercule Paradis est rendu dans ce témoignage-là, on le sait pas trop, là. Il y avait rien à faire ce jour-là. C'est ça. Fait que là, selon Hercule Paradis, le capot de la police, elle a d'abord dit qu'il s'agissait de Michael Flanagan qui avait tué Mary Gallagher, puis ensuite elle a changé son témoignage pour dire que c'était le capitaine non identifié avec le couteau au manche blanc. En tout cas, cette personne-là. Elle aurait aussi dit que cette personne-là lui a donné de l'argent pour aller acheter du whisky et elle est sortie 2 fois pour ça. Puis on s'en rappelle, la ménagère, Madame Burke, avait dit que Susan Kennedy était sortie 2 fois ce matin-là, fait que là, ça corrobore ça. Elle a aussi dit qu'elle était à sa fenêtre de 9h à midi à gueuler après les passants. Avec sa bouteille de whisky. Avec sa bouteille de whisky. Et elle dit aussi, Susan Kennedy, pendant son entrevue, que l'homme mystérieux et non identifié lui a aussi donné de l'argent pour acheter des pommes. Elle est allée faire drette ça. Du whisky et des pommes, ça ressemble à mon épicerie. Du whisky et des pommes. Fait que là, elle est allée faire drette ça vers midi, disons, parce que quand elle est revenue, Mary Gallagher était morte à terre, décapitée pis tout. Oh, et l'homme, le capitaine, avait pris la fuite. Ce qui n'est pas tant cohérent, parce qu'elle a dit plutôt qu'elle avait vu se laver les mains et que ses mains étaient pleines de sang, et c'est pour ça qu'elle savait que c'est lui qui avait tué Mary Gallagher. Mais, en tout cas, ensuite, pendant le témoignage du détective Colin, la question des vêtements de Susan Kennedy avec toutes ses robes est revenue sur le sujet. Il dit que Susan Kennedy portait, lors de son arrestation, et, je cite, plus de vêtements qu'une ménagère en juin. Comment ça s'appelle une ménagère en juin? Personnellement, il fait ben trop chaud. Il y a tellement de savoir. Que me remarque que dans le temps, il faisait peut-être un petit peu plus frais, parce que changement climatique. Ça se peut, hein? Fait elle portait plus de vêtements qu'une ménagère en juin, et je crois que c'était censé être un bon argument pour prouver que son accoutrement était bien louche. Ben moi, je pense que c'est un argument pour que tu découvres le mode de vie Hygge. Puis, tu sais, on s'en rappelle, il dit aussi qu'elle avait du sang sur ses vêtements quand elle a été arrêtée. Ça, c'est moins Hygge. Et elle aurait dit au détective Colin pour se justifier qu'elle s'est salie en lavant le sang sur le plancher après la décapitation de Mary Gallagher parce que Susan avait peur que le sang traverse le plancher et dégoûte sur les gens qui habitaient sous son appartement, probablement Madame Burke. C'est un bon motif, mais il y a quand même quelqu'un qui est mort, madame. Je sais, tout ça, c'est pas c'était bien considerate, mais pourquoi il y a un cadavre? C'est ça. Mais en tout cas, malgré ses bons efforts de ménagère, le détective Colin témoigne qu'il y avait beaucoup de sang sur le plancher. Anyway. Il y a du sang partout! Il y a du sang partout. Fait qu'elle a fait du super bon ménage. Et il y avait du sang sur le plancher, les murs et le lit. Puis là, c'est pas clair quel lit. Est-ce que c'est le lit où Susan Kennedy faisait semblant de dormir? Who knows? Finalement, le détective nous apprend aussi qu'il y avait des encoches dans le plancher près du cadavre, comme si la hache qui avait été utilisée pour décapiter Mary Gallagher avait été maniée par quelqu'un qui n'avait pas la main très stable ou qui était en état de dissipation totale! Oh non! Les apparts à Montréal étaient aussi dégueux à l'époque qu'ils sont maintenant. C'est ce que j'ai appris. Avec des encoches de hache dans le plancher puis du sang partout. Ah, tu poses pas trop de questions. Fait que là, fun fact, le détective Colin dit que la victime, Mary Gallagher, avait l'air d'avoir 35 ans et qu'il ne s'est jamais vraiment attardé à réfléchir à la question des cheveux blancs, parce qu'elle avait la tête
blanche. Il y a des gens qui blanchissent tôt, par Oui, exemple. c'est ça. Alors lui, il dit qu'il s'était jamais attardé à réfléchir à la question des cheveux blancs et de quel âge tu commences à en avoir. Fait qu'il est bien ingénieux. Il est pas âgiste. Le détective Cullen, là, il est pas âgiste pantoute. Et là, ensuite, on approche de la fin, je vous le jure. On a un témoignage bien funky. Une prostituée du nom de Ellen McCarthy, parce que tout le monde s'appelle Ellen puis Susan dans cette histoire-là. Il y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom, non. Qui a déjà été incarcérée avec Susan Kennedy et Mary Gallagher, est venue témoigner sur les vêtements que portait C'était les Susan Golden Kennedy. Girls. C'était les Golden Girls. Elles étaient incarcérées ensemble pour Oh, puis ils sont devenus amis. vagabondage. Vagabondage. C'est clairement pour ça qu'elles étaient incarcérées. Arrête de flâner. Arrête de flâner ici, là, Hélène, Hey. whatever her name is, McCarthy. Alors, elle vient témoigner en cours sur les vêtements que portait Susan Kennedy au moment de son arrestation, parce que c'est comme des pièces à conviction, faut qu'elle mette ça en cours. Puis là, elle leur dit que elle reconnaît les vêtements, que c'est les vêtements de Mary Gallagher. Son nom, il est écrit sur l'étiquette. Son nom est écrit sur l'étiquette, et ça veut dire que Susan Kennedy est une maudite voleuse de linge. Oh ben, la petite maudite. Ça ne dit pas si elle l'a tuée, mais ça dit qu'elle est une maudite voleuse de linge. Ben, en Alors, tout cas, la police de la mode va quand même la mettre en prison. Ouais. Ah, Jean Hérodi, il est pas de bonne humeur. Puis elle leur dit aussi que le chapeau que portait Susan Kennedy pendant son procès appartient à Mary Gallagher. Oh non! Non! Fait que là, en Non, touche pas non mon chapeau! seulement elle l'a tué, mais elle a volé son linge et son chapeau! Et là, il y a un juré qui fait un commentaire et qui dit « Ça se peut pas, ça ressemble à tous les chapeaux dans la ville. » Ce jury-là, il était dans la police de la mode? Il s'appelait-tu Jean Hérodi Il était- père? Il était probablement arrière-arrière-grand-père. Il était probablement dans la police de la mode. C'est le même chapeau que tout le monde, maudite paysanne. Alors ensuite, ils appellent Jacob Mears et Jacob Mears ne témoigne pas parce qu'il ne peut pas témoigner en cours contre sa femme. Puis il y a la Ok. bouche pleine de crackers. Fait que pourquoi qu'ils l'ont appelé, je sais pas, c'est juste pour nous faire perdre notre temps. Mais là, finalement, il y a un homme, une personne random qui s'appelle James Harper qui habite la maison direct à côté de chez Susan qui vient témoigner. Et il dit que Susan est une maudite fatigante qui gueule à sa fenêtre à longueur de journée et qu'elle a fait ça le matin du 27 juin aussi. Faites pas chier vos voisins, hein, parce que si vous vous faites arrêter, ils vont tout faire pour que vous soyez le voisin de quelqu'un d'autre. Tout faire. Le 27 juin, il vient dire à Susan Kennedy vers midi d'arrêter de faire du bruit, sinon il va la faire arrêter. Et vers 13h, il va chercher 2 constables qui n'ont jamais été mentionnés dans cette histoire, qui s'appellent les Constables McCormick et Constable Kerrigan. Et il les emmène chez Susan Kennedy. Fait que tout le monde était rendu chez elle. Tous les trois, ils remarquent que Susan a des scratchs d'en face, comme s'ils venaient de se battre, mais ils n'entrent pas dans la maison, par contre, parce que, ben, s'ils étaient entrés dans la maison, probablement qu'ils auraient trouvé un cadavre. Ta-ta-ta. Mais Ça avait non. scrappé en journée. Il fallait que le fils de Madame Burke soit celui qui découvre le cadavre, pauvre enfant. Pauvre enfant de 13 ans. Alors, après avoir écouté tous ces beaux témoignages, le jury délibère, et on sait pas trop combien de temps, mais Susan Kennedy est trouvée coupable de meurtre. Suzanne! Le 10 octobre, le juge Monk annonce sa sentence d'une manière un peu extra. Là, je vais vous lire ça vaut la peine. My body is ready. Ok, je vais faire avec une belle voix grave. Ok. Allô, Susan Kennedy. Susan Kennedy, après un long procès, vous avez été trouvée coupable et consciencieuse et respectable d'avoir tué l'infortunée Mary Gallagher. Votre crime a été des plus odieux. Vous avez tué votre semblable sans avoir seulement donné à cette pauvre malheureuse le temps de se préparer à paraître devant son Dieu, sans même lui donner le temps de murmurer une dernière prière. Le jury, tout en reconnaissant votre culpabilité, vous a recommandé à la clémence de la cour. Mais il est de mon devoir de vous dire en ce moment que vous ne pouvez pas vous attendre à aucune pitié de la part des hommes. C'est pourquoi vous devrez vous adresser à Dieu afin d'obtenir son pardon. Ne vous entretenez pas de vaines espérances. La religion seule peut maintenant vous venir en aide. Efforcez-vous donc pendant le court séjour que vous avez à passer sur terre de mériter par votre repentir le pardon du juge éternel. La sentence de la cour est que vous soyez transféré de cette cour à la prison commune du district de Montréal et de là au lieu d'exécution pour y être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive le 5 décembre prochain et que Dieu ait pitié de votre âme. Je suis toute seule qui entendait Carmina Burana dans ma tête parler. C'est rough. C'était pas mal rough. Le juge, il la trouvait Le pas sympathique, juge, Susan Kennedy. Le juge, il était comme, Madame, moi, je faisais mon magasinage de Noël en paix, pis là, t'as comme tout scrappé mes plans, là. C'est ça. Puis j'aime beaucoup qu'il dit, vous y avez pas laissé le temps de s'arranger avant Oui. de passer en avant de Dieu. Elle a même pas pu se remettre un petit peu de rouge à lèvres pour être à son meilleur en avant du monsieur ou de la madame. Puis en plus, elle a pas seulement volé son linge. Ah non, elle est arrivée tout nu Ah, au paradis, pas tout nu, maudit. pas de tête, avec sa C'est- main à côté de son cadavre. C'est comme quand on parlait tantôt, puis tu m'as dit, t'as-tu regardé Bly Manor? Puis que j'ai peur de mourir dans un outfit que j'aime pas, puis d'être pognée avec pour l'éternité. Mais là, C'est ça que j'ai appris dans Bly Manor. elle est pognée les seins à l'air pour le reste de sa vie. Pas de tête. Elle est pas de maudite. Puis
pas de tête pis pas de main. C'est mal parti. C'est mal parti pour l'éternité. C'est vraiment mal parti. Et en entendant sa terrible sentence, Susan Kennedy s'écrie « Je ne suis pas coupable et Flanagan est pareillement innocent! » Tout ça vient des journaux, textuellement. Waouh. Bref, Susan Kennedy est condamnée à mort. Et là, on arrive dans le procès de Michael Flanagan. Michael Flanagan! Le procès de Michael Flanagan est plus bref, mais ô combien divertissant. Oh là là. Alors, pendant ce temps, lui aussi était en procès. En fait, c'est comme 3-4 jours après. Et l'avocat de la justice, l'avocat de la couronne, est encore le brave maître Devlin. Je le vois très ingénu avec des petits cheveux frisés. Un petit visage de chérubin. Il parle tellement bien. Puis là, il vient de gagner son premier procès. C'est bravo. Il est tout content, il a sa médaille et son trophée. Les avocats de la défense sont le maître Coyle et le maître McGibbon. Ça, c'est deux vieux monsieur. Oh non, McGibbon est un petit nouveau qui va faire bien des vagues. Oh! Et c'est ça, son procès est très très intéressant parce que, voyez-vous, Michael Flanagan, le marin, a un alibi très très solide. Il a dit à tout le monde que c'était pas lui, puis tout le monde a fait « Oh! » C'est à peu près ça. Voyez-vous, pendant que Mary Gallagher se faisait sauvagement décapiter à coups de hache de 2 pouces, Michael Flanagan dormait parce qu'il était en boisson. Dissipation. Il est en train de dissiper sa boisson. Il est en train de dissiper sa boisson et il dormait dans une des autres pièces d'où on pouvait apparemment voir la scène du crime. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ouais. Alors, pendant son procès, son frère James et sa mère Jane Tierney et un de ses collègues, John Morton... Sa mère James et sa mère Jamesette et son collègue James. Jamesin. Fait que tous les James viennent témoigner pour dire que Michael Flanagan, il dort vraiment dur, surtout quand il est en dissipation. C'est genre un ado! Un ado de 16 ans! Ça a tellement pas d'allure comme argument! That awkward moment. 3 personnes qui viennent témoigner qui dorment dur! Il dort dur, alors s'il vous plaît, je peux passer à la balayeuse, mais dis pas un mot. Oh mon dieu. Fait que là, Devlin ouvre en disant que si le jury veut innocenter Michael Flanagan, il faut que le jury soit convaincu que celui-ci était capable de dormir, alors qu'une femme se faisait frapper et tuer comme un buffle à 10 pieds de lui. Ouais. Killed like an ox. Oh! Ok! Non, il est très poétique! C'est quelque chose qui arrivait souvent dans ce temps-là? Je sais pas. On apprend aussi pendant le procès de Michael Flanagan que quand il a été arrêté par le constable Thomas McCormick, ses vêtements étaient tout mouillés le lendemain du meurtre. Il venait de prendre son bain. C'est parce qu'il pleuvait ce jour-là et qu'il marchait dehors, pas de parapluie. Et ben l'inconvénient de ça, c'est que aucune trace de sang n'a été retrouvée sur ses vêtements, alors qu'il y avait full de sang sur les vêtements de Susan Kennedy qui portait 4-5 robes d'épaisseur, là, on s'en rappelle. Il était parti pleurer dans la pluie. Il était parti pleurer dans la pluie pour pas que ça paraisse comme Mario Pelcha. C'est Mario Pelcha. Hein? Oui, c'est Mario Pelcha. Yes. Qui voulait cacher un meurtre. Mario Pelcha, c'était une blague. Alors, la pluie qui a chassé le sang pourrait être un facteur allant dans le sens de l'innocentement de Michael Flanagan. Et malgré cela, Devlin croit que Flanagan était parti de la maison de Susan Kennedy et planifiait y retourner le soir même pour l'aider à disposer du cadavre. Mais possiblement que quand il est revenu vers la maison, ben, il a vu qu'il y avait un attroupement, il a compris qu'il se passait quelque chose, mais dans tous les cas... Puis il est reparti en sifflant puis en regardant par en haut. Mais sinon, il est peut-être juste parti en dissipation puis il a oublié qu'il était censé retourner l'aider à nettoyer la scène de crime. Je crédite. Alors moi, j'aime bien le brave maître Devlin et ses théories. C'est fan theories. Alors, ensuite, les autres témoignages sont sensiblement les mêmes. Fait qu'on a tous les autres témoins qui étaient dans le procès précédent. Les coronaires, Joseph Jones. Le médecin légiste, Monsieur Chose Guérin. James John Edmund Guérin. Monsieur George Glackmeyer, lui aussi est bien. Glackmeyer. Et là, je vais vous parler de son témoignage. Il donne un détail intéressant dans son témoignage. Il dit que c'est un petit appartement de 2 pièces avec un couloir, un escalier en avant à l'intérieur sans doute, parce que c'est l'escalier par lequel tout le voisinage vient voir le cadavre. Fait que j'imagine que c'est pas comme barré ni rien. Donc, il y a un escalier, et un escalier en arrière qui descend dans la cour, rendant possible la fuite d'un suspect potentiel, hein, comme Michael Flanagan, ou le capitaine ou le beau sans capitaine. nom. Exactement. Il montre le plan de l'appartement, et il indique où a été trouvé le cadavre, et où Michael Flanagan dormait supposément quand Mary Gallagher a été tué. Et il calcule que entre le lit et le cadavre, il y avait 19 pieds de distance. Et dans ces 19 pieds, il n'y avait qu'une seule cloison, un seul mur, qui était très très mince, parce qu'on est à Montréal, tu sais, on s'entend, et qu'il n'y avait aucune autre obstruction au son. Alors, selon George Glackmeyer, c'est impossible que Michael Flanagan est en train de dormir. Mais George Glackmeyer est un architecte, ce n'est pas je sais pas trop qu'est-ce que ça y aurait pris comme un ingénieur du son. Un ingénieur du son, voilà. Je pense pas qu'il y avait ça à l'époque. C'est ça. Encore plus incriminant, c'est le témoignage d'un monsieur du nom de Michael Rogers, qui était pas dans le procès précédent,
et qui dit avoir vu Michael Flanagan le jour du meurtre à 14h30 quand il marchait sur la rue Murray, qui est pas très loin de la rue William. Alors que Michael Flanagan marchait sur la rue, il n'avait pas du tout l'air saoul. Il était 2h30 l'après-midi. Marchait drette. Mary Gallagher a été tuée aux alentours de 12h30, donc c'était 2 heures plus tard, il n'avait pas du tout l'air saoul. Alors, est-ce que c'est possible que Michael Flanagan, au moment du meurtre, dormait parce qu'il était trop saoul? On se le demande. Finalement, pendant ce procès-là, Jacob Mears a enfin le droit de parler. Yay! Mais il y avait la bouche pleine de crackers. Il avait la bouche pleine de crackers pour petit bout, et il raconte à tout le monde l'histoire de la bière et des crackers, et le fait qu'il a pogné sa femme avec Michael Flanagan à midi, juste avant l'heure supposée du crime. Et là, en fait, ce que Jacob Mears dit, c'est que il a pogné Susan et Michael Flanagan ensemble le matin. Le midi, c'est pas le matin, on s'entend. Et quand le juge Monk résume le témoignage, il dit « On peut retracer les mouvements de l'accusé jusqu'à midi, le moment où le mari est arrivé et a trouvé le prisonnier au lit avec sa femme. » Donc, c'était pas le matin. Et les mouvements de Jacob Mears pendant cette journée-là sont pas très clairs. Lui dit avoir été absent toute la journée. Il est parti le matin acheter des crackers. Il est revenu en avant-midi. Il a surpris sa femme avec Michael Flanagan. Il est reparti. Il est revenu au souper. Or, Catherine Colden, la maudite éconifleuse numéro 2, l'a dit l'avoir vu revenir à la maison à plusieurs reprises, soit entre midi et midi et demi. C'est pas trop clair où est-ce qu'il était pendant la journée, mais il y a personne qui a l'air de s'en formaliser plus que ça. C'est parce qu'il checkait les spéciaux dans les différentes épiceries pour ses crackers. C'est ça. Fait que là, le juge Monk parle, c'est encore le juge Monk, honorable Monk, parle au jury avant que le jury sorte, et il a l'air pas mal convaincu que Michael Flanagan est coupable. Par contre, il avoue que il a été impressionné par la manière éloquente et ingénieuse dont un nouveau membre du barreau, Maître McGibbon, a présenté le cas. Oh, il a fait des remous dans ses bobettes. Moi, je pense qu'il y avait un petit crush sur Maître Moi, je McGibbon. pense qu'il a fait une tente avec sa toge. Ça pourrait. Il lui a fait beaucoup de compliments, un petit peu comme le Maître Devlin, qui a complimenté McGibbon sur ses capacités et son éloquence pendant son élocution de fermeture. Ben, voyons, les boys, arrêtez de faire des high-fives pis faites un procès. Je sais. Ils ont tous perdu de vue, là. C'était quoi l'objectif? Ils sont juste en train de se faire des compliments et de dire qu'ils ont des beaux cheveux. Voilà. Mais là, malgré ça, les preuves sont pas mal claires. Le suspect a été vu à midi, juste avant l'heure du crime, par Jacob Mears, qui l'a pogné à coucher avec sa femme, et ensuite à 14h30 par Michael Rogers, et dans aucun cas, il n'était sous. Donc, soit il est coupable de meurtre, délibéré, comme qu'ils disent, willful murder, soit il est complice de Susan Kennedy. C'est impossible qu'il ait dormi. Alors, le jury se retire pour délibérer, et 3 heures plus tard, ils reviennent dans la salle de cours et ils demandent s'ils peuvent écarter complètement le témoignage de Jacob Mears. Je pensais que t'allais dire, est-ce qu'on peut écarter? Écarter le Maître McGibbon? On va l'écarter. Voyons donc. Le juge aurait bien trop aimé ça. Hey. Alors, ils demandent s'ils peuvent écarter le témoignage de Jacob Mears, et le juge demande pourquoi, prétextant que c'est très grave d'ignorer de la sorte une preuve. Et un jury répond que le jury a l'impression que Jacob Mears n'a pas toute sa tête. Le juge leur dit qu'il est impossible de retirer un témoignage à moins qu'ils aient l'impression que Mears est, et je cite, un lunatique ou un irresponsable. Alors les jurés sortirent de nouveau et ils reviennent en rejetant le témoignage de Jacob Mears. Définitivement un irresponsable. Michael Flanagan, as-tu deviné? Innocent. Innocent! Il n'est pas coupable de meurtre délibéré! Il a évité la peine de mort! Bravo, Michael Flanagan! Oh wow, il y a une gang de messieurs qui ont innocenté un monsieur. Yeah! Shocking! Deuxième procès de Michael Flanagan. Le 7 octobre. J'espère qu'ils ont eu le temps de faire dodo entre-temps. C'est, en tout cas, Maître Coyle pis Maître McGibbon, là, ils donnent pas beaucoup dans cette histoire-là. 3 ou 4 jours plus tard, le 7 octobre, Michael Flanagan a un deuxième procès, non pas pour meurtre délibéré, mais pour complicité dans un crime. Et pour la couronne, on a encore Maître Devlin, mais aussi un autre procureur supplémentaire, Maître Archambault. Peut-être que Devlin était découragé parce qu'il venait de perdre un cas qui était comme très, très évidemment gagné dès le début, mais apparemment, les jurys ont été convaincus par l'histoire de « je dormais parce que j'étais sous ». Et de juste écarter un témoignage parce que ça fait pas mon affaire. Ça fait pas mon affaire, puis on trouve qu'il a l'air bizarre. Jacob Mears, on peut pas l'écouter. T'es un bizarre, on veut pas te parler. Et pour la défense, on a encore le flamboyant duo Coyle-McGibbon. Et là, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Il passe en témoignage. Il passe en témoin, ça se dit quoi ça? J'écris n'importe quoi dans mes notes. On invente des thèmes. Il passe en témoin une foule de gens qu'on a déjà entendu. Le coroner, Dr. Guérin, James Connolly, le mari de Mary Gallagher, le constable McKinnon, Betsy Cullen, Ellen Burke, Catherine Colden, les voisines, Jacob Mears, Thomas McCormick, l'autre constable qui a arrêté Michael Flanagan, George Blackmeyer, et le clerc de la ville, M. Schiller, qui confirme que Susan Kennedy a été condamnée à mort. Et après ça, la couronne, comme,
abandonné. Ah, on est tanné. Ok, je vais vous paraphraser ce qui se passe. Ça, c'est comme des dialogues qui sont dans le journal, tu sais. Devlin dit, à mon avis, il manque des liens pour la chaîne de preuves. Je laisserai à la cour le droit de décider si on devrait procéder ou non avec le procès. Et là, le juge Monk répond, je vais faire ma voix grave encore, Monsieur Devlin, ce n'est pas à la cour de décider ça, c'est à vous de dire comment on devrait procéder. Le Devlin répond, je vous propose de décider à ma place. Et le juge Monk lui répond, After you. Les principes de loi sont très faibles, mais on devrait prendre en considération s'il y a assez de preuves pour continuer. Et si vous pensez qu'il n'y a pas assez de preuves, vous n'avez qu'à le dire au jury. Maître Coyle, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et là, Coyle, l'avocat de la défense, répond, je suis bien d'accord avec mon honorable ami Devlin, ce n'est pas souvent qu'on peut être en accord, et il me fait grand plaisir d'être de la même opinion que lui. Et là, la foule éclate de rire, et les officiers du tribunal la font taire. Mais voyons donc! On dirait une sitcom! Puis là, les deux messieurs se sont fait un high five, ils ont Que enlevé ça, leur il était perruque, comme- ils ont Oui. couru ensemble en sortant du courthouse en En se tenant riant. par la main. Ils ont puis- sauté dans une décapotable et ils ont drive off into the sunset. Et là, après ça, le jury délibère. Le jury, en fait, donne son verdict sans même quitter le box. Et Flanagan est encore une fois acquitté. Ben, maudit. Et ils ont shippé ensemble les deux avocats. Ils sont clairement allés souper à taverne après, là. Ah oui. Sur Victoria Square aussi. Ah oui. Alors, au final, la sentence de Susan Kennedy est remplacée par une sentence de prison. Donc, elle échappe à la peine de mort. Elle passe 16 ans au pénitencier avant d'être libérée. Et Michael Flanagan, qui sait? Il a sans doute repris sa vie d'homme qui dort dur. Il est retourné dormir. Fait que là, on arrive dans les théories. Qu'est-ce qu'on en pense? Les fan theories. C'est pas les fan theories, c'est juste moi. Je suis Ah. la seule fan. T'es la Alors, fan. Ben oui, parce que c'est pas un sujet super d'actualité, là, pis j'ai pas trouvé de forum en ligne qui discute qu'est-il vraiment arrivé à Mary Gallagher. Alors, moi, je pense que le procès de Michael Flanagan était une vraie joke, et que le fait qu'il a été innocenté est beaucoup lié au fait que le jury était uniquement composé d'hommes. Et je crois que ça a aussi beaucoup joué dans la condamnation de Susan Kennedy, et qu'au final, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'ai des théories! Ha! Il se peut que la tangente complètement tweet de John Reagan, l'homme qui s'est fait passer pour un policier, tu sais, n'était pas en fait si tweet que ça. Peut-être que John King était le mystérieux capitaine. Avec le couteau manche blanc que Susan Kennedy a dit avoir vu avec Mary Gallagher. Maintenant, il faudrait juste qu'on sache s'il est bon. Il faudrait juste qu'on le sache! Peut-être aussi que cette portion-là de l'histoire a été inventée par Susan, l'histoire du capitaine, pour disculper le beau Michael Flanagan, et qu'il n'y a pas de troisième homme. Sinon, peut-être que, là c'est ma théorie, peut-être que Jacob Mears, le mari de Susan, était impliqué. Parce qu'on se rappelle, au début, le coroner a dit qu'il y avait assez de preuves dans l'enquête préliminaire pour lui aussi le condamner, lui faire un procès pour meurtre délibéré. Mais il n'y en a pas eu finalement. Tout le monde a eu l'air d'ignorer ces témoignages sous prétexte qu'il ne trouvait pas que Jacob Mears avait l'air fiable, mais il aurait pu être réellement impliqué. Il aurait pu rentrer chez eux pour surprendre sa femme au lit avec un autre et se venger sur la prostituée qui a amené cet homme-là chez eux, soit Mary Gallagher. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Je le répète, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le meurtre sordide de Mary Gallagher a choqué l'imaginaire collectif. Et, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, depuis, la légende veut que le fantôme éteinté de Mary Gallagher revienne hanter Griffintown tous les 7 ans à la recherche de sa tête coupée. Et si mes calculs sont exacts, le prochain sighting de Mary Gallagher devrait être en 2026. Fait qu'on a le temps pour se préparer. Mettez ça dans vos calendriers, Yes. tout le monde. Et c'est intéressant de mentionner que le building du 242 rue William n'existe plus aujourd'hui. Oh non, il est parti prendre une marche. Il est parti prendre une marche et à la place, on trouve l'un des pavillons de l'ETS. Oh ben non! Alors, en 2026, le 27 juin, on va tous aller se promener à l'ETS, essayer de voir si on trouve un fantôme. On va aller gosser les computer guys C'est le fun, hein? en disant « Excusez, on cherche un fantôme, tasse-toi. Voilà! Fait que Arrête de coder, c'est on la- cherche un fantôme. » C'est la fin de la belle histoire de Mary Gallagher. La belle histoire étant un peu relative, mais... La triste histoire de Mary Gallagher. Ah, un peu... Ah! Mais c'était plein de revirements, cette histoire. C'était Beaucoup de reverse Uno. pas mal choquant. Oui, beaucoup de reverse Uno. Encore une fois, je pense que leurs voisins avaient vraiment pas grand-chose à faire Non. dans leur existence, parce qu'apparemment tout le monde savait ce qui se passait chez Suzanne, mais en même temps, elle aimait bien crier qu'est-ce qui se passait chez elle. Ouais, aux gens dans la rue et aux petits voyous. Et aux petits voyous! Les pauvres petits voyous. Les Ils étaient pas tant pauvres, hein. En fait, ils étaient pas mal terribles, les petits voyous. Ah, puis il était sous, fait que... Possiblement, ouais. Peut-être qu'il était sous, peut-être... Oh, écoutez, on le sait pas. On va s'amuser à s'imaginer qu'il était sous, parce qu'il y avait vraiment rien d'autre à faire dans ce temps-là. Ouais, non, c'est ça. Merci, Catherine,
pour Oui. cette histoire vraiment détaillée et pour ton travail de détective. Tu Yeah. peux maintenant enlever ton chapeau et ranger ta loupe. Ah, je les aime, mon chapeau pis ma loupe. Oh, mais on va pouvoir les ressortir bientôt parce Yes! qu'on va vous revenir avec d'autres cas de crimes et de paranormal au Québec Oui. et un peu au Canada francophone. Donc, si vous aimez ça, tune in la prochaine fois. Notre podcast est disponible sur Spotify et partout où vous aimez écouter des podcasts. Et on vous le répète, si vous aimeriez interagir avec nous, si vous aimeriez nous suggérer des cas, nous donner vos théories sur nos histoires abracadabrantes ou juste nous demander qu'est-ce qu'on mange pour être belle de même. On se le demande nous aussi. On se le demande nous aussi. Aujourd'hui, on mange des petits chocolats à saveur de super fruits de la marque Brookside. C'est bien bon. C'est bien bon, je pense que notre régime se compose à moitié de ça et de chips. Et des croissants. Et de croissants! Et des croissants! Ah, écoute le drop de croissants! Oui, donc si vous voulez nous poser des questions, nous faire des suggestions, Oui. ou si vous aimeriez nous approvisionner en grains de café, parce que oui, on passe assez rapidement à travers nos paquets de café, ce qui est pas une bonne idée. Mais si vous aimeriez nous fournir en grains de café, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com et sinon suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Un peu de crime dans ton café sur Instagram et sur Facebook. Allez liker les épisodes, liker nos belles images. Et sinon, on vous dit à la prochaine fois quand on va remettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye bye! Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora.